Merci Juliane Normandie. Je vous invite à rejoindre la table ronde qu'on va ouvrir maintenant sur ce panel logement. Et priorité au logement, donc j'invite à me rejoindre Madame Arlette Fructus. Arlette Fructus, vous êtes vice-présidente de la métropole de Marseille et adjointe au maire de Marseille, donc à côté du ministre. André Hichet, qui est président du directoire de CDC Habitat, une filiale, l'opérateur de la Banque des Territoires, et Patrick Martin, qui est donc président délégué du MEDEF. Alors on va démarrer rapidement avec un tour de table qui prolonge ce que Juliane Normandie vient de nous dire. 3 minutes chacun. Arlette Fructus, vous voulez démarrer et nous dire ce que veut dire pour vous la priorité au logement? Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Monsieur le Ministre. Vous connaissez bien mon territoire. Donc effectivement, je suis vice-présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et adjointe au maire de Marseille sur des sujets qui nous concernent tous: le logement, l'habitat, la politique de la ville, la rénovation urbaine. Priorité au logement, c'est évidemment quelque chose que je porte à bout de bras sur ce territoire, avec une complexité qu'il faut gérer. C'est une réforme institutionnelle qui transfère des compétences municipales à l'échelon métropolitain et une réalité que je voudrais partager avec vous en quelques secondes. Dire que Marseille, c'est 860 000 habitants, la métropole, c'est 1,9 million d'habitants, 92 communes. Et effectivement, une préoccupation majeure sur l'habitat et le logement. Et c'est l'occasion pour moi de saluer l'investissement de l'État et de Juliane Normandie à mes côtés et aux côtés de l'équipe municipale, puisque nous traversons une période particulièrement difficile à Marseille, mais qui ne donne pas l'image du travail qui est réalisé pour les habitants. Nous sommes une ville où il y a 35 quartiers prioritaires de la ville, 300 000 habitants qui sont dans ces quartiers. Et nous avons un grand programme de rénovation urbaine qui a été réalisé et qui se poursuit dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine. Donc la priorité au logement, elle est essentielle sur notre territoire. Et je compte bien continuer à la développer avec l'appui de la Banque des Territoires. Je suis ravie qu'un an après sa création, la Banque des Territoires ait choisi de mettre en valeur un territoire avec lequel il travaille dans des programmes qui sont portés à la fois par l'État et à la fois par la ville et la métropole au service des habitants et du logement. Merci. André Hichet, priorité au logement? Priorité au logement pour adapter constamment, je dirais, notre offre, y compris notre modèle de production, notre modèle de financement, au contexte nouveau. Le contexte nouveau, quel est-il? Il est effectivement une réorientation de la politique du logement en termes de soutien. On connaît tous l'impact de la RLS sur les organismes de logements sociaux. C'est aussi la loi Elan. Alors, évidemment, il y a dans tout ça un aspect de choc venu de l'extérieur. Il y a également l'affichage, finalement, d'un mouvement enclenché par la loi Elan. Je crois que nous avons besoin, à côté de ça, de deux choses. La première, c'est un dispositif d'accompagnement de la transition. Et le dispositif d'accompagnement de la transition, il est largement en place. Et je dois dire que la Caisse des dépôts et Action Logement ont fait beaucoup pour mettre en place ce dispositif d'accompagnement de la transition. Mais c'est de l'accompagnement d'une transition vers quoi? Nous avons à réfléchir sur ce que doit être le modèle à venir de notre production et de notre offre. Et en réalité, pour réfléchir à ce sujet, je crois qu'il y a deux champs qui constituent la base de départ. Le premier, c'est de tenir compte du champ, je dirais, socio-économique, finalement, d'un point de vue général. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Aujourd'hui, les grands promoteurs s'accordent pour dire que finalement, en particulier dans les zones tendues, par exemple, la proportion de la population qui peut accéder à la propriété, notamment dans les zones tendues, mais pas uniquement, n'excède pas 20%. Bon. Le secteur du logement social, aujourd'hui, représente 17% de l'offre. Si on se focalise sur les PLUS et si on se focalise sur les PLAI, c'est de l'ordre de 15%. Ça veut dire que nous avons un segment central de l'ordre de 65%
qui doit être pris en compte, même si aujourd'hui, le fait qu'il y ait des transmissions de patrimoine, de l'accession qui a eu lieu il y a 20, 30 ans dans des conditions plus favorables, fait que cette problématique-là n'apparaît pas encore dans toute sa réalité au plein jour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous voyons aussi que la capacité des organismes à dégager de l'autofinancement destiné à renouveler le patrimoine, à produire, et a sensiblement diminué. Et donc la conséquence de ces deux mouvements, c'est que nous devons travailler à définir finalement le format, l'organisation vers laquelle nous voulons aller. Et de ce point de vue, il nous reste du travail à faire. Il nous reste du travail à faire parce que nous avons encore beaucoup de pédagogie et beaucoup de discussions à conduire pour nous mettre d'accord sur ce qu'est le format définitif, le modèle définitif vers lequel nous devons aller et qui reposera nécessairement sur une diversification de l'offre. Alors, dernier point, je voudrais avoir aussi une minute supplémentaire à cause des difficultés techniques de micro. Donc, dernier point, j'ai constaté plusieurs choses. Nous avons tous constaté plusieurs choses. Premièrement, à l'occasion des élections présidentielles, est-ce que le logement a été un sujet de débat de premier ordre? Non. Au cours du grand débat, a-t-on vraiment beaucoup parlé du logement? À mon sens, j'ai noté que lorsqu'on demandait aux participants au grand débat quelles étaient les grandes sources d'économie, eh bien, 28% d'entre eux citaient les dépenses de défense et 22% les dépenses de logement. Ça veut dire que le message sur l'importance centrale du logement dans la cohésion sociale n'est pas totalement passé. Et pourquoi il n'est pas totalement passé? Parce que probablement nous n'avons pas fait un effort suffisant de modernisation, notamment à travers le développement des services liés à l'habitat. Et je pense notamment dans nos cités les plus modestes, l'accès à la formation, l'accès à l'emploi, bref, le décloisonnement de tous ces services sociaux qui sont liés précisément à l'habitat. Alors en conclusion, 3 idées qui ouvrent le champ, me semble-t-il, sur ce que nous devons faire. Premièrement, nous devons décloisonner notre offre. Deuxièmement, nous devons décentraliser certains aspects de la politique du logement, notamment le paramétrage, par exemple, de la loi SRU. Et troisièmement, nous devons ouvrir bien davantage le droit à l'expérimentation. Voilà, Marianne, j'ai terminé. Merci. Si vous voulez bien passer le micro, André, à Patrick Martin. Il a accepté. Bien, je me réjouis d'être ici à l'invitation de la Banque des Territoires. Mon message principal, c'est de dire que dans les priorités du MEDEF, dans l'esprit des entrepreneurs, ce sujet du logement qui, effectivement, jusque-là, n'était peut-être pas suffisamment pris en considération, hormis par les filières directement concernées. Je vais parler du bâtiment, je vais parler de la promotion immobilière. Ce sujet est devenu absolument prééminent. Pourquoi? Parce que quand on essaie d'analyser, ce qui est quand même la préoccupation des entreprises, les difficultés du marché du travail, le logement est systématiquement en toile de fond. Le fait est que dans la crise récente, on a beaucoup parlé de mobilité, mais le sujet de la mobilité essentiellement masque le sujet du logement. On sait l'impact du logement sur le pouvoir d'achat de nos salariés. On sait que les problématiques de logement peuvent être un frein absolument considérable au changement d'emploi ou simplement au retour à l'emploi. Donc, je vous le redis, ça devient un sujet absolument prééminent dans nos réflexions et dans nos travaux. D'ailleurs, dans le cadre des 43 propositions qu'avait formulées le MEDEF dans le grand débat, il y avait tout un volet touchant au logement, touchant à la mobilité, puisqu'à nouveau, les deux sujets nous paraissent absolument liés. Alors derrière, comme bien souvent dans notre pays, il y a des enjeux de fiscalité, et en particulier la fiscalité qui impacte les transactions immobilières est un véritable frein. Mais plus fondamentalement, on observe les mouvements de population et on observe les lieux de création d'emplois. On est assez ennuyé d'une certaine manière de constater qu'y compris dans l'industrie, les créations d'emplois qui réapparaissent, et c'est tant mieux, et ça ne sera jamais assez, se font également dans le cadre des métropoles. Et donc on va devoir, dans les années qui viennent, gérer des transferts de population. C'est terrible de dire ça, mais c'est ainsi, si on veut faire baisser, et Dieu sait s'il le faut, le chômage. Ce n'est pas la seule réponse à la résorption du chômage, mais c'est une réponse absolument essentielle. Donc dans cette affaire,
Nous, notre souci, c'est d'encourager l'investissement immobilier, qu'il soit dans le social ou non. De ce point de vue, je le redis, l'IFI nous paraît être une aberration économique et par voie de conséquence sociale. C'est que les partenaires sociaux continuent à jouer le jeu comme ils l'ont démontré, je pense, de manière tout à fait positive et rapide à travers Action Logement, avec le plan d'investissement volontaire, avec l'accompagnement des opérations cœur de ville. Donc, c'est non seulement dans nos préoccupations, mais c'est d'ores et déjà dans nos actions. Voilà, donc on a à travers en particulier la commission Croissance et Territoire qui a été créée récemment au MEDEF et qui n'existait pas antérieurement, ce qui est bien la démonstration quand même qu'on a une prise en compte de ce sujet-là qui est tout à fait forte. On est en train d'égrener un certain nombre de propositions. On est absolument obsédé par ça. Il faut que nos salariés puissent se loger dans de bonnes conditions à proximité de leur emploi, à proximité des lieux de création d'emplois. Dans de bonnes conditions, ça veut dire dans de bonnes conditions de coût, ça veut dire également dans de bonnes conditions de mobilité. Ce qui me vaut de dire que dans le cadre de l'examen de la loi LOM, on observe un certain nombre de dispositions qui nous préoccupent fortement et qui, de notre point de vue, plutôt que d'oxygéner cette problématique, vont la contraindre terriblement, vont se traduire par des charges supplémentaires pour les entreprises et fondamentalement ne nous semblent pas de nature à régler ce problème dual, logement, mobilité. Voilà, donc une très forte motivation de la part du MEDEF, de la part des entreprises pour s'impliquer fortement dans ce sujet du logement, et singulièrement du logement social et du logement intermédiaire. Alors, merci. Juliette Normandie, vous voulez rebondir peut-être sur les propos de des trois participants? Avec plaisir. Déjà, c'est très frustrant parce que manifestement, il n'y a qu'à moi que le micro fait des torts. Je voudrais d'abord rebondir sur ce que disait André Hichet sur la part du logement dans les différents moments que le pays a vécu ces dernières semaines et ces derniers mois. C'est vrai que c'est très frappant. Le logement n'a pas été un des sujets du grand débat national. Que ce soit dans les cahiers déposés dans les mairies, que ce soit dans les plateformes numériques, le terme logement revient très peu. Alors même qu'on sait tous que le logement, ça peut représenter 30, 40, 50% des charges mensuelles pour beaucoup de nos concitoyens. Mais là où il ne faut pas se tromper, c'est que si le terme logement n'apparaissait pas, il y a énormément de termes qui apparaissaient et qui transpiraient le logement. J'entends par là, on ne vous disait pas j'ai un problème de logement, mais on vous disait j'ai un problème d'accès à mon emploi. On ne vous disait pas j'ai un problème de logement, mais j'ai un problème de pouvoir d'achat et je dépense trop d'argent à la fin du mois. On ne disait pas j'ai un problème de logement, mais j'ai un problème de cadre de vie pour mes enfants. Et pourquoi ? Parce que vous avez une suroccupation du logement, ou vous avez des logements de pas suffisamment bonne qualité, et donc vous avez froid chez vous et vos enfants l'hiver, avec des gros problèmes de santé derrière. Et donc le logement, moi je suis convaincu que c'est une partie du problème, je suis encore plus convaincu que c'est une partie de la solution. Et tout le projet politique que j'évoquais tout à l'heure, de cette société inclusive, il repose en partie sur les solutions que nous pouvons apporter à travers le logement, qui est quand même l'endroit où vous passez le plus de temps dans votre vie, qui est aussi quelque chose qui peut déterminer votre place dans la société. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est un fait. Et donc face à ça, je voudrais insister sur 2 points de politique qui, à mes yeux, sont absolument essentiels. Le premier, c'est qu'il faut produire du logement abordable. Il ne faut pas seulement produire du logement. Le problème, c'est que le logement coûte trop cher dans notre pays. Donc il faut produire du logement abordable. Et c'est là où, d'ailleurs, le logement social a une part, mais prépondérante derrière tout cela. Et c'est essentiel parce qu'on peut se dire qu'on va produire tant et tant et tant de logements. Si notre objectif n'est pas de produire du logement abordable, on fait que la moitié du chemin. Et ça, c'est le logement social, mais c'est aussi toute la révolution que nous portons aujourd'hui sur l'aspect normatif dans le logement, avec cette révolution qui consiste à dire on réécrit complètement le code de la construction, nous on fixe les objectifs, ensuite c'est aux professionnels de déterminer le meilleur moyen d'y arriver. Mais c'est quand même délirant, on est entre nous, que de se dire que les chemins étaient jusqu'à présent définis soit par le pouvoir réglementaire, soit par le pouvoir législatif. C'est aux professionnels de déterminer. Nous, notre rôle, c'est de déterminer les objectifs. Et puis le deuxième grand chantier, qui pour moi, et on a tellement travaillé avec Arlette Fructus dessus par exemple, c'est le sujet de la réhabilitation, de la rénovation. Moi j'en ai fait un marqueur très fort de mon action, mais qui est quelque chose de nouveau. Songez par exemple que mon ministère,
tous les 3 mois, je publie des chiffres de la construction, je publie des chiffres de vente, mais je ne publie pas des chiffres de réhabilitation, de rénovation. C'est un indicateur qui n'existe pas dans notre pays. Alors je peux vous dire combien en font les bailleurs sociaux, combien en fait l'ANA, combien en fait un tel et un tel. Mais je n'ai pas ces indicateurs. C'est quand même beaucoup plus compliqué quand vous voulez piloter une politique publique si vous n'avez pas d'indicateurs. Donc on est en train de les créer, on les met en place et on en a fait un marqueur très fort. Un exemple, j'ai annoncé avec Arlette Fructus 3 semaines avant le drame de la rue d'Aubagne, une grande initiative que nous avons lancée sur les copropriétés dégradées. On a complètement, avec André et tant d'autres, relancé l'ANRU avec et en lien avec les élus locaux. Aujourd'hui, on est en train d'accélérer massivement sur la rénovation énergétique des bâtiments écologiques, qui est essentielle. Évidemment, c'est une question, là aussi, de société face à cette transition, mais c'est aussi une question, évidemment, de pouvoir d'achat. Donc, logement abordable, rénovation, réhabilitation, réparation, pour moi, c'est les 2 principaux angles sur lesquels il nous faut aller à fond. Et je terminerai juste, pas pour faire de la pub, mais un peu quand même, on a créé, parce que M. Martin évoquait la fiscalité, c'est vrai que le logement est très dépendant de la fiscalité. Et on a aujourd'hui développé un nouvel outil fiscal qui porte mon nom, j'y suis pour rien, c'est une sorte de tradition qu'on appelle le De Normandie dans l'ancien, et qui vise à faire quoi? À dire aux investisseurs, venez investir dans la réhabilitation de nos centres-villes, et pas que uniquement dans la construction de pavillons neufs. Et je crois que c'est pour moi un symbole de la vision politique qui est la nôtre, surtout qu'on a dit en plus, on ne fait pas ces dispositifs sur du zonage bête et méchant, mais sur des projets de territoire portés par les élus locaux. Voilà. Et je crois que c'est là un témoin du projet qu'on porte sur le logement. Alors comme dit André, il y a encore beaucoup à faire. C'est un travail de longue haleine, mais je crois qu'il ne faut rien lâcher et que c'est comme ça qu'on y arrivera. Merci. Arlette Fructus, ces mots vous parlent forcément. Quand on parle de logement abordable, on parle aussi de logement décent. Et la ville de Marseille, avec les programmes de rénovation urbaine dont vous sortez 1,2 milliard et dans lesquels vous allez entrer, puisque Marseille, c'est 11 programmes nationaux, je crois, et 9 programmes régionaux. Ça passe beaucoup par la mobilisation du parc existant et la rénovation des copropriétés. Oui, tout à fait. Je voudrais rebondir sur les propos de Julien de Normandie pour effectivement vous dire que des territoires, le constat, il est extrêmement clair et limpide. L'État, quel qu'il soit, a toujours parlé du logement en termes d'objectifs de production de logements neufs. C'était l'objectif que la nation portait, produire du logement, parce qu'effectivement, il y a une demande. Mais on n'était que sous l'angle de la construction neuve. Aujourd'hui, et depuis quelque temps quand même, on voit bien qu'on a un sujet qui est celui qui relève de l'ancien, du parc ancien. Notre parc ancien, et le ministre l'a très bien dit, on n'a aucun cadre de référence, on n'a aucun recul pour porter une politique. Donc il faut l'impulser, cette politique, parce que c'est un réservoir. C'est un réservoir de production de logements aussi. Simplement, il faut que les opérateurs s'engagent. Et je vous assure qu'un élu local, il a du mal à faire entendre aux bailleurs sociaux, et je suis bailleur social moi-même, donc je comprends les difficultés, de s'investir dans de la réhabilitation pour créer du logement social. Pourquoi? Parce qu'économiquement, c'est un poids, et on le comprend très bien. Aux promoteurs privés, c'est pareil. Je veux dire, économiquement... c'est bien plus simple d'aller dans de la construction neuve que de se lancer dans des chantiers de réhabilitation. Or, notre sujet, dans notre territoire métropolitain, mais je pense, et je suis persuadée sur l'ensemble des autres territoires, c'est bien de travailler sur nos cœurs de ville. Et d'ailleurs, le programme mis en place par le ministre Cœur de Ville révèle bien la réalité de ce que nous vivons dans les territoires. Nous avons besoin d'un accompagnement, nous avons besoin d'investissements à la fois du privé, à la fois des bailleurs, en accompagnement des collectivités pour répondre évidemment au logement abordable, qui est une nécessité absolue. Sur le territoire Aix-Marseille-Provence, 78 000 demandes de logement en attente. Okay, un tiers sont des mutations, mais quand même, c'est une réalité. Pourtant, les efforts et les objectifs de production portés par les PLH, ils sont significatifs, mais ce n'est pas assez.
Donc il faut qu'on trouve des sujets, et l'élaboration du PLH métropolitain auquel je suis attachée depuis 3 ans met en œuvre justement, Monsieur le Ministre, une nouvelle méthode, celle de marcher sur nos 2 jambes, travailler évidemment sur la production de logement social, la production de neuf, mais aussi travailler sur de la réhabilitation et la production de logements sur la réhabilitation, parce que c'est essentiel et c'est une clé de l'attractivité des territoires. On a besoin effectivement aussi de travailler sur le champ de l'attractivité. On a besoin de montrer que notre territoire peut accueillir et a besoin d'accueillir. Et pour ce faire, il faut qu'on ait des offres de logement qui correspondent aux capacités de chacun des arrivants, mais aussi des habitants aujourd'hui. Donc c'est un projet de société, effectivement. Une société inclusive, une ville inclusive, un territoire inclusif. Ça passe d'abord par offrir aux habitants le logement qui convient, et puis travailler sur cette cohésion qui est absolument nécessaire et qui fait qu'aujourd'hui, on voit bien qu'à l'intérieur même d'un territoire communal, à l'intérieur même d'un territoire métropolitain, il y a une diversité. Cette diversité ne doit pas être un obstacle, elle doit être un levier. Et c'est pour ça que travailler sur donner plus d'oxygène aux collectivités, sur un travail qui fait valoir leurs spécificités, c'est indispensable. Et je pense que les nouvelles orientations sur une future décentralisation doivent prendre en compte ce besoin de spécificité. Voilà. Merci. André Hichet, on parle de coopération entre les acteurs, donc avec les actions notamment de CDC Habitat à Marseille, mais pas seulement. On a vu la ville de Nantes qui a contractualisé, y compris avec votre société, un contrat cadre pluriannuel. Est-ce que vous pensez que c'est une voie pour parvenir à remplir ces objectifs ? Vu du terrain et vu des opérateurs, je crois que les objectifs politiques et les objectifs, disons, stratégiques qui ont été évoqués à la fois par Julien et par Arlette sont assez largement, même parfaitement acceptés, compris et assumés. La question qui se pose de manière récurrente lorsqu'on fait du terrain, c'est quels sont les moyens que nous pouvons mobiliser pour mettre en œuvre ces politiques-là. Voilà. Et les moyens, c'est quand même fondamentalement des moyens en ressources, en fonds propres. Le système de financement de prêt existe et il a été dit qu'effectivement, il est performant et il n'y a rien à redire là-dessus. Il reste les fonds propres, il reste aussi les savoir-faire. Bon. Et de ce point de vue, il est complètement essentiel que nous pensions l'évolution de nos outils et l'évolution du tissu des outils pour tenir compte de ces nécessités-là. Et ça rejoint ce que vient de dire Arlette Fructus. Il faut tenir compte de la réalité des territoires, de la réalité des situations. Je reviens sur cette idée fondamentale, c'est que l'avenir, c'est la diversification de l'offre. Il faut que nous soyons capables, bien sûr, de développer du logement social qui est au cœur de notre modèle d'État-providence. Mais en même temps, il faut que nous soyons beaucoup mieux qu'avant capables de sortir de la segmentation, du cloisonnement. Il faut que nous construisions un continuum de l'offre qui soit à la fois un continuum de l'offre locative et aussi des possibilités nouvelles d'accession à la propriété, parce que ça, c'est fondamental dans la cohésion du pays, dans la solidarité intergénérationnelle, etc. Pour cela, eh bien, il faut penser une évolution des modes de coopération qui ne soit pas forcément centrée sur l'idée de fusionnement. C'est la raison pour laquelle je disais les 12 000 logements, c'est un signal. Mais de mon point de vue, ça n'est pas plus qu'un signal. C'est le signal envoyé au secteur, il faut vous réorganiser, il faut vous restructurer. Pour ma part, je pense que nous devons avoir 2 préoccupations majeures. La première, c'est la proximité, l'ancrage local, la réalité des besoins, des terrains, des relations avec les décideurs politiques, tout simplement. Et deuxièmement, comment apporter à la fois les ressources financières, les savoir-faire, etc., à tous les opérateurs qui sont finalement dans un métier traditionnel et qui sont condamnés rapidement, en dépit des mesures d'accompagnement très puissantes qui ont été mises en place, à évoluer dans leur mode de production. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes attachés à une démarche qui n'est pas celle des regroupements conçus comme des fusions, mais des partenariats conçus comme des mises en réseau. Si nous pouvons apporter un savoir-faire sur le logement intermédiaire, sur l'accession différée, sur l'accession réversible, sur des programmes
un peu plus complexe que ce qui se fait habituellement dans le logement social, sur le développement également des services sociaux de proximité au sein de nos résidences, accès à la formation, accès à l'emploi. Nous devons faire ça. C'est ça l'évolution du tissu. L'évolution du tissu, ça n'est pas des regroupements faits finalement sur le modèle de la définition en 1793 des départements. Il ne s'agit pas de découper à l'équerre et au couteau des regroupements dans des patatoïdes définis de Paris. Il s'agit de trouver des formules de partenariat avec des opérateurs comme Action Logement, peut-être beaucoup plus modestement, à une échelle bien moins significative qu'est celle de CDC Habitat. Nous nous inclinons en quelque sorte devant les premiers qui occupent le terrain, mais je crois qu'il faut aller dans ce sens. Et enfin, dernier point, encore une fois, expérimentation, décentralisation. Je crois qu'à un moment donné, il faudra, même si nous sommes devant un sujet difficile, réfléchir non pas aux principes fondamentaux de la loi SRU que tout le monde partage, mais à la manière de paramétrer localement l'atteinte des objectifs de la loi SRU. Faut-il surpondérer les logements très sociaux? Faut-il, moyennant une sous-pondération, dans certains cas, intégrer par exemple des rénovations ou la production de logements abordables, mais qui ne soient pas forcément sociales? Ces questions doivent être posées, doivent être traitées. C'est une nécessité absolue. Et je crois que dans cette perspective-là, nous avons évidemment, comme je le disais, beaucoup de chemin à faire, mais en même temps des perspectives, d'autant plus que nous pouvons essayer d'utiliser les contraintes qui se posent à nous comme des opportunités. Deux contraintes: investir dans les cœurs de ville, ce qui soulève des problématiques particulières. Nous avons 270 millions d'euros engagés en investissement dans les cœurs de ville. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut dépasser le milliard dans les mois qui viennent, etc. Deuxièmement, évidemment, les copropriétés dégradées. Le point clé de la dégradation de ces copropriétés, c'est l'absence d'investisseurs institutionnels dans les copropriétés qui a favorisé la dégradation de la situation. Il faut sortir de ce système-là. Il faut faire revenir des investisseurs institutionnels dans ces copropriétés qui ont dérivé fondamentalement du fait du désengagement des acteurs institutionnels. Merci. Patrick Martin, vous parliez du plan d'investissement volontaire d'Action Logement qui a élargi, donc au-delà de l'intervention classique, on va dire, sur rénovation urbaine, désormais cœur de ville, élargi aussi au logement privé, en particulier la rénovation et la facilité de mobilité pour les salariés. C'est une orientation nouvelle, un axe stratégique? Donc je crois que ça rejoint beaucoup de choses qui viennent d'être dites. C'est-à-dire que ce sujet du logement, il est très complexe, il est très protéiforme et on ne peut pas l'adresser qu'à travers la construction de logements neufs. Le fait est, quand on regarde en termes d'emploi, en termes de production, les poids relatifs de la construction neuve et de la réhabilitation dans la filière bâtiment, on voit que ça s'équilibre, et plus on va vers le second œuvre, et plus le poids relatif de la rénovation est important. Donc je crois que c'est essentiel que les acteurs principaux du logement appréhendent ces différents sujets et que des dispositifs législatifs, réglementaires, fiscaux leur permettent d'intervenir avec pertinence sur chacun de ces segments. Je pense que ça passe par une meilleure coordination entre nous, entre les acteurs directs du logement, singulièrement du logement social. Et moi, je me réjouis que la relation entre CDC Habitat et Action Logement en particulier, il y a d'autres acteurs, soit essentiellement constructive, et elle doit l'être plus encore. Mais le vrai sujet, c'est celui de l'anticipation. Ce n'est pas tout à fait innocemment que j'évoquais tout à l'heure les grandes migrations qui existent en termes d'emploi. Et en définitive, moi, ce qui me frappe et qu'on doit corriger, me semble-t-il, c'est qu'il y a une espèce de déconnexion entre ce que les salariés eux-mêmes, les entreprises anticipent en matière de création, voire malheureusement de destruction d'emplois, en termes de qualité de ces emplois, qui peut renvoyer à des niveaux de logement. Et puis d'un autre côté, les spécialistes, si l'on peut dire, du logement, chacun travaillant un petit peu dans son couloir, de sorte qu'à un moment donné, il y a des risques de décalage. Je ne dis pas que c'est une certitude, encore que j'ai bien mon idée sur la question. Il y a un risque de décalage entre l'offre et la demande, tout simplement. Et donc il est essentiel que dans cette affaire, le plus en amont possible, parce qu'on est sur des cycles longs par définition dans le logement, et essentiellement dans le logement neuf, je pense qu'on a tout intérêt
alors sous une forme la plus légère possible, sans réinventer des comités Théodule, on a tout intérêt à, le plus en amont possible, donc essayer d'anticiper les besoins quantitativement, qualitativement et singulièrement du point de vue géographique. Sinon, on risque d'avoir ce décalage croissant et finalement une espèce de gaspillage d'argent, des logements qui ne seront pas forcément adaptés à la demande, une inflation terrible là où on n'a pas suffisamment anticipé à travers l'emploi singulièrement, parce que c'est quand même bien l'emploi qui commande essentiellement la demande, une inflation terrible, là on n'a pas suffisamment anticipé ces phénomènes. Quand on parle de métropolisation, en réalité, c'est un terme générique. Il y a 9 métropoles, et pas plus, qui créent véritablement des emplois actuellement, parmi toutes les métropoles qui ont été, entre guillemets, labellisées. Alors nous, ce que l'on souhaite, c'est d'aller plus loin encore, même s'il y a eu des progrès considérables, dans cette concertation entre les différents acteurs, de sorte qu'on apporte sous contrainte financière d'une manière ou d'une autre, même si effectivement il y a des solutions à apporter pour générer des fonds propres, qu'on apporte des solutions vraiment ciblées et puis évidemment les plus délocalisées possibles. Le MEDEF lui-même est en train de se délocaliser ou même décentraliser massivement parce que, y compris nos très grands adhérents, ont bien compris que dorénavant on ne pouvait pas apporter des réponses uniformes à toutes les problématiques sur l'ensemble du territoire national. Ça vaut a fortiori dans les territoires ultramarins. Merci. Julien de Normandie, vous venez de terminer une longue période de négociation avec l'ensemble des acteurs du logement social et en ce sens, vous avez réussi à fédérer tout le monde autour de la table. Demain, il faut décliner ça dans les territoires. On parle de délocalisation, de décentralisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Moi, je crois profondément, mais je trouve que la table ronde le montre très bien, c'est qu'aujourd'hui, la politique du logement, c'est avant tout une politique territoriale. Et d'ailleurs, je pense que, en fait, c'est pas le bon terme. C'est pas une politique du logement dont il faut parler, c'est une politique de l'habitat. Et l'habitat, c'est quand même très différent du logement parce que c'est d'abord l'aménagement du territoire qui va déterminer comment vous allez construire votre territoire, votre ville, etc., faire société, comme je disais tout à l'heure. Et ça, c'est une politique de l'habitat qui le détermine. Et cette politique de l'habitat, elle n'est possible que si vous êtes territorialisé au maximum. Et aujourd'hui, on a fait déjà beaucoup de choses. Dans le logement social, par exemple, il y a des délégations qui ont été faites. Je pense à la délégation des aides à la pierre. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais c'est sûr qu'on peut aller plus loin. Le zonage reste quand même peut-être le moins pire des systèmes, mais en fait, je ne suis pas complètement sûr. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut améliorer. D'ailleurs, dans le dispositif que j'évoquais tout à l'heure, on l'a fait sans que ce soit un zonage. On l'a fait parce que c'est adossé à un projet de territoire. Et moi, je ne crois pas, je vais vous donner une anecdote, mais qui m'interpelle beaucoup. En tant que ministre de la Ville et du Logement, j'ai en charge toute la rénovation dans un certain nombre de quartiers. Il y a quelques mois, je vais, aux côtés du maire de La Rochelle, inaugurer un projet de rénovation urbaine à La Rochelle, dans le quartier de Villeneuve-les-Salines. Villeneuve-les-Salines, c'est le quartier à partir duquel a été construite la ville de La Rochelle. C'est l'identité même. Ça s'appelait les Salines parce que les Salines étaient les bateaux qui partaient, les bateaux de pêche remplis de sel au moment où la glace n'existait pas. Il y a 50 ans, on a bétonné ce quartier-là, on en a fait un nouveau quartier. 50 ans après, on se remet tous autour de la table en se disant comment on rénove le truc. Parce que ça ne marche pas. Mais évidemment, quand vous attaquez le cœur même de votre identité de territoire, ça ne peut pas marcher. Et que dire des villes nouvelles ? Certaines ont réussi, mais d'autres qui ont 30 ans, 40 ans d'âge et qui aujourd'hui font l'objet de vastes plans de rénovation. C'est une grosse question quand même, quand vous êtes en responsabilité, que vous prenez autant de décisions, de vous dire comment je fais en sorte que dans 40 ans, mes successeurs n'auront pas à faire, plutôt à refaire ce que j'ai entrepris aujourd'hui. Donc oui, il faut territorialiser au maximum. En revanche, par rapport à ce que disait M. Martin, là où j'aurais une petite divergence, c'est que, c'est très intéressant ce que disait M. Martin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le volet aménagement, habitat, entre le lien logement, emploi, mobilité. Ce lien, il est fondamental. On travaille, par exemple, aujourd'hui à faire en sorte d'avoir une vision commune, partagée, entre les politiques de l'emploi, les politiques de mobilité et les politiques du logement. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il n'y avait pas la carte où vous superposiez logement, emploi, travail et mobilité. C'est aberrant. Mais là où c'est très intéressant, c'est que M. Martin dit aujourd'hui, l'emploi, c'est sur les métropoles. En disant pas 13, mais 9 grandes métropoles. Il y a quelques années,
Monsieur Martin, vous n'auriez pas dit ça, vous auriez dit il y a la région parisienne et le reste du territoire. Aujourd'hui, on a déjà fait ce transfert vers un certain nombre de pôles. Mais moi, la question que je pose, et dans laquelle je crois profondément, c'est que l'aménagement aujourd'hui de notre territoire, ça ne va pas être que les métropoles. C'est ces fameuses pôles de centralité que j'évoquais tout à l'heure. Prenez un exemple, ce qui se passe en ce moment sur le télétravail et sur le coworking, sur les espaces partagés. Ça se développe d'une vitesse incroyable. Il y a plus de 1800 sites aujourd'hui de coworking dans notre pays. Les méthodes de travail, les méthodes de mobilité sont telles que, effectivement, beaucoup de choses vont changer. Quand vous imaginez l'aménagement du territoire à une échelle de 5, 10, 15, 20 ans, moi je crois profondément au pari de la vitalité de tous nos territoires. Et avec des vraies poches de dynamisme, et avec ces vrais pôles de centralité différents, avec beaucoup de choses qui vont changer dans nos habitudes, dans nos travails. Notre jeunesse, 18-35 ans, 70% d'entre elles disent « je souhaite avoir un travail indépendant ». Mais autant disent « même si j'ai un travail indépendant, je souhaite travailler en groupe ». Comment vous conciliez cela ? Vous pouvez, par exemple, ces espaces de coworking qui peuvent être localisés n'importe où, ça le permet. Mais ce n'est pas que. Et donc pour moi, l'aménagement du territoire, il n'y a pas de fatalité. Il faut le penser aujourd'hui en responsabilité, ce que j'indiquais, en se disant que la vitalité de notre territoire, elle est possible partout. Et enfin, dernier mot, et je m'arrête. Ce qui nous rassemble aussi beaucoup, c'est notre responsabilité vis-à-vis des transformations de demain. La transformation numérique, je viens de l'évoquer, mais ce n'est pas concevable d'avoir un logement qui ne soit pas un logement connecté aujourd'hui. Et tout à l'heure, Olivier donnait des chiffres très impressionnants. Songez que depuis janvier dernier, chaque jour ouvré depuis janvier dernier, c'est 13 000 Français de plus raccordables, comme on dit, à la fibre et au THD. Et il faut en être hyper fier. Aujourd'hui, on est en train de développer un réseau numérique bien supérieur à tous nos voisins européens. Soyons-en fiers, ça va être un outil d'attractivité majeur de tous nos territoires. Deuxième, la rénovation écologique. J'y reviens pas, mais ô combien important. Et puis, il y a un troisième enjeu sur cette société d'inclusion, c'est comment fait-on pour s'occuper de nos aînés ? Et je crois que c'est un enjeu fondamental. Dans le paquet du plan d'investissement volontaire qu'évoquait M. Martin tout à l'heure, qu'on a discuté, il y a un enjeu fondamental de réhabilitation d'un certain nombre de logements, ce que fait la Banque des territoires partout sur le terrain. Et il y a une mesure toute bête qu'on lance à partir du 1er septembre avec les partenaires sociaux, c'est on va prendre 200 000 salles de bain, on va enlever 200 000 baignoires et on va mettre 200 000 douches pour toutes les personnes de plus de 70 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on a porté ensemble. C'est des choses qu'on fait avec la Banque des territoires, qu'on fait avec les partenaires sociaux. Parce que c'est aussi ça, notre responsabilité. Comment on prend soin de celles et ceux qui en ont le plus besoin vis-à-vis de ces révolutions. Bref, on a de grandes responsabilités, je crois. Merci. Donc, de l'habitat à l'habitant, Arlette Fructus, vous, il nous reste à peu près 30 secondes par personne. Quelle est votre priorité demain en faveur des habitants en fait, de la ville et de l'agglomération de Marseille ? La priorité à laquelle on travaille d'ailleurs avec le ministre, c'est de résoudre le problème urgent que nous avons aujourd'hui, qui est de régler la situation des familles délogées, et c'est en cours. Mais c'est surtout de mettre en perspective une production de logements qui soit adaptée à la situation que vivent nos administrés et aux projets que nous portons pour eux, avec eux. Là, j'en informe Monsieur le ministre pour l'occasion, nous nous apprêtons à signer ville, État et collectifs, associations, etc., une charte de relogement des personnes évacuées. Ça m'a demandé des heures de travail. Mais je pense qu'aujourd'hui, la nécessité pour une politique partagée, c'est d'associer un maximum les habitants et les citoyens dans la définition des besoins. Merci. Je crois qu'on est coupé par la musique. André, un mot, les services aux locataires, qu'est-ce que ça veut dire chez vous ? Oui, les services aux locataires, c'est, comme je le disais, accompagner, en particulier dans les résidences sociales, ceux qui sont dépourvus de revenus d'activité pour les amener des revenus de redistribution dans toute la mesure du possible vers des revenus d'activité. Ça veut dire la formation, ça veut dire l'accès à l'emploi et le décloisonnement des outils, c'est ce que nous faisons avec un programme particulier qui va dans ce sens. Je voudrais quand même revenir sur un point qui a été évoqué par Ghislain de Normandie qui me paraît fondamental en réalité. C'est la question, à travers l'habitat et pas le logement, du type de société que nous voulons construire. Je crois que c'est ça qui doit être le cap directeur de la boussole.
Et il faut bien aussi intégrer dans cette question le type de société que nous pouvons construire. Parce qu'au fond, aujourd'hui, on ne construit pas la société française indépendamment de l'environnement européen, et je dirais même de l'environnement mondial. Nous sommes une vieille société terrienne qui est tournée vers la protection, j'allais dire, des situations acquises, en tout cas des patrimoines, des emplois réglementés, etc. Et je crois que fatalement, compte tenu de l'évolution de ce qu'on vient d'appeler la mondialisation, on est beaucoup plus tourné désormais qu'on en est à rentrer dans une société de l'échange, dans une civilisation de l'échange. Et ça suppose que nous soyons amenés à privilégier peut-être un peu plus que ce n'est le cas dans notre tradition, les flux de production par rapport à la préservation des stocks existants, des patrimoines existants. Et ça implique précisément, pour atteindre ce niveau de fluidité, d'avoir davantage de droit à l'expérimentation sur les démembrements de propriété et sur des démarches de ce type-là. Voilà, pas plus d'une minute, j'ai compris, Marianne. Les minutes comptent double. Je voudrais commencer par dissiper un malentendu ou un quiproquo. Je prends acte de ce phénomène de métropolisation, je ne m'en réjouis pas. Je suis un provincial, un provincialiste, et mon entreprise est implantée à travers 148 sites en France. On n'est pas à tous les coins de rue de Paris. Donc la diagonale du vide pour vous. Mais c'est un état de fait. C'est un état de fait. Il y a des logements, il y a de plus en plus de logements qui vont être inoccupés et il y a une pression très forte sur un certain nombre de localités. Alors, mettons que ce ne soit pas les métropoles, c'est pourtant une réalité. Et je le redis, y compris dans l'industrie, à notre grande surprise, alors que ma conviction est que l'industrie, au contraire, est un facteur d'aménagement du territoire. Mais que voulez-vous, il y a des compétences qui, au fil du temps, s'accumulent dans les métropoles. Et donc, ça vient télescoper cette problématique de logement, c'est-à-dire qu'une pression telle que les salariés les moins bien rémunérés, et a fortiori ceux qui n'ont pas d'emploi, s'éloignent de plus en plus de leur lieu de travail, ont des temps et des coûts de déplacement qui deviennent astronomiques, et finalement, l'économie qu'ils croient trouver en allant se loger plus loin, ils la consomment et au-delà à travers leur coût de transport. Mon seul propos, c'est de dire qu'il faut véritablement que, mais c'est déjà le cas, mais qu'on ait plus encore une appréhension globale de ces sujets-là et qu'on essaie d'anticiper ces mouvements-là. On ne va pas fixer des populations, on ne va pas attirer des populations dans des localités aussi agréables, belles, historiques soient-elles, si en face il n'y a pas d'emploi. Donc il nous appartient quand même d'être dans cette démarche d'anticipation qui n'a en aucun cas une résignation, ni un fatalisme. C'est un état de fait. Donc essayons de bien faire coller tout ça et puis de le corriger là où on peut. Je finis juste sur, parce que je veux pousser un petit coup de gueule. Le télétravail est quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a un amendement formidable qui a été retiré à l'Assemblée dans le cadre de l'examen de la loi L'Homme qui encourageait le télétravail pour des considérations purement financières. Pour moi, c'est l'illustration parfaite qu'on n'arrive pas tous ensemble à avoir cette appréhension globale des sujets qui impactent le logement, qui impactent l'emploi, qui impactent la formation, qui impactent les infrastructures d'une manière générale. Eh bien, merci à vous tous. Cette table ronde se termine. On voit que les chantiers sont immenses, mais que les acteurs sont mobilisés et les partenariats en place.